Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette édition du journal télévisé a été préparée dans les conditions du service minimum en raison de la grève dans les sociétés de télévision. Un journal donc qui n'a pas son aspect habituel. Guerre Chine-Vietnam. Moscou a déclaré aujourd'hui « Nous nous acquitterons des engagements que nous avons pris à l'égard du Vietnam par notre récent traité ». Alors, que va faire exactement l'URSS à la suite de l'appel au secours que le Vietnam lui a lancé? Cela signifie-t-il que l'Union soviétique va intervenir militairement? Sur le terrain, les combats continuent entre le Vietnam et la Chine et déjà, les Vietnamiens ont déployé plusieurs divisions autour de Hanoï pour défendre la ville s'il le fallait, alors qu'à l'ONU, le secrétaire général Kurt Waldheim lance un appel à l'arrêt des combats. Ces images, les seules qui viennent d'un lieu proche du champ de bataille, sont l'œuvre de la télévision chinoise. Ces blessés, les soins que leur prodiguent les infirmières de l'armée rouge chinoise, sont des scènes qui tendent à prouver que ce sont les Vietnamiens qui ont attaqué le territoire chinois et que les Chinois ont été provoqués. Inversement, les autorités vietnamiennes ont conduit des journalistes, y compris l'envoyé spécial de l'agence France-Presse, Jean-Pierre Gallois, à Lang Son, près de la frontière chinoise, et cela juste à temps pour y être témoin de l'attaque déclenchée par l'artillerie et l'aviation chinoise. Donc, chacun rejette sur l'autre la responsabilité de l'affrontement armé. Alors l'agence TASS, et je l'ai dit tout à l'heure, a diffusé un communiqué, l'URSS s'acquittera de ses engagements à l'égard du Vietnam. Georges Bortelli, comment faut-il sinon lire, du moins comprendre ce communiqué? Il faut remarquer tout d'abord que le ton de ce communiqué de l'agence officielle soviétique est extrêmement ferme. Il se termine par la formule « bas les pattes devant le Vietnam socialiste » et ce même communiqué contient cette phrase plutôt menaçante « Ceux qui définissent la politique à Pékin doivent s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le peuple chinois, comme tous les autres peuples, a besoin de la paix et non de la guerre. » Et puis surtout, ce communiqué se réfère explicitement au traité soviéto-vietnamien qui fait obligation à l'URSS de faire quelque chose en cas d'agression contre le Vietnam. Déjà d'ailleurs, des meetings de protestation anti-chinois sont organisés à Moscou et dans les autres grandes villes soviétiques comme Leningrad, des meetings sages, mais où tout de même les orateurs flétrissent les dirigeants chinois. Pour l'instant donc, entre Moscou et Pékin, on en est aux invectives, c'est-à-dire que la guerre entre les deux pays soit pour demain, non, évidemment, ils ne le souhaitent ni l'un ni l'autre, et en somme, en pénétrant au Vietnam, ce que les Chinois ont voulu faire, c'est casser la pénétration soviétique en Asie du Sud-Est. Cela ressemble presque à un marchandage qui pourrait être « nous, Chinois, nous pouvons nous retirer du Vietnam, mais à condition que les Vietnamiens se retirent du Cambodge pour y laisser se réinstaller un autre régime pro-chinois comme le précédent ». Donc pour l'instant, c'est le peuple vietnamien et lui seul qui fait les frais de l'opération, le peuple vietnamien qui souffre déjà de la guerre depuis plus de 30 ans. Mais alors, est-ce qu'il y a un risque d'extension du conflit? Est-ce qu'il y a un risque de conflit direct entre Moscou et Pékin? Encore une fois, ni à Moscou ni à Pékin on ne le veut. Simplement, il ne faudrait pas que dans le fracas des bombes, des proclamations, des déclarations, il se produise un dérapage non contrôlé par les dirigeants de Moscou et de Pékin. Pour l'instant, les diplomates s'emploient à rassurer l'opinion et c'est ainsi que l'ambassadeur de Chine à Paris a accepté, ce qui est exceptionnel, de répondre aux questions de Patrick Clément. Depuis des ans, les Vietnamiens se livrent avec frénésie à des activités anti-chinoises. La Chine a toujours adopté une attitude faite de retenue et de modération. Mais les Vietnamiens ont interprété notre patience comme un signe de faiblesse. Ainsi, les Vietnamiens ont poursuivi sans arrêt leurs invasions armées dans la région frontalière chinoise. Ils ont posé des mines en territoire chinois, tué militaires et civils, créé de graves incidents sanglants afin de saboter l'édification économique dans nos régions frontalières. Ils ont même attaqué des trains à l'intérieur du territoire chinois. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez dire qu'à plusieurs reprises, les Vietnamiens sont rentrés en territoire chinois à tel point qu'ils ont pu attaquer des trains chinois? Oui, c'est exact. Mais est-ce que la Chine est décidée à aller très loin, à l'intérieur des frontières vietnamiennes? Est-ce que la Chine va aller jusqu'à Hanoï? En 162 endroits, les troupes vietnamiennes ont pénétré le sol chinois. Nos troupes à la frontière ont été obligées de riposter. Mais le peuple chinois est attaché à la paix. Nous avons besoin d'une conjoncture internationale de paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous ne prétendons à aucun pouce de territoire vietnamien, mais nous ne permettrons pas aux Vietnamiens d'occuper un seul pouce de notre territoire. Nous, Chinois, nous estimons que ce différend doit être réglé de façon honorable et équitable par des négociations pacifiques. La Chine propose une nouvelle fois que les deux parties entament les négociations afin d'assurer la paix et la tranquillité dans les régions
frontaliers. Mais ceci étant, il n'empêche, monsieur l'ambassadeur, qu'à l'heure actuelle, d'après ce que l'on peut savoir, les troupes chinoises ont pénétré en territoire vietnamien. Il s'agit simplement d'une action à caractère défensif. Nos troupes ont simplement contre-attaqué pour assurer la défense de nos frontières. Ça veut dire que les troupes chinoises peuvent se retirer assez rapidement à l'intérieur de la Chine. Oui, c'est vrai, mais le gouvernement chinois exige du gouvernement vietnamien qu'il cesse ses provocations armées et participe à des négociations pacifiques. Mais en d'autres termes, les affrontements actuels, est-ce que ce n'est pas une forme de pression de Pékin sur Hanoï, à savoir, tant que les Vietnamiens resteront à Phnom Penh, nous, Chinois, nous resterons à vos frontières et nous vous attaquerons? Je vous ai déjà dit que dans le présent conflit, nos troupes ne pratiquent que l'autodéfense. En fait, la défense de nos régions frontalières. Il y a quand même quelque chose de très inquiétant. Jusqu'à quand l'URSS peut tolérer ces affrontements? Est-ce que ce n'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale? À mon avis, il s'agit tout simplement d'un conflit frontalier entre la Chine et le Vietnam. Cela ne va pas provoquer la Troisième Guerre mondiale. Mais les Soviétiques ne doivent pas profiter de l'occasion pour se fabriquer des prétextes interventionnistes. Oui, c'est donc le point de vue chinois, et le point de vue vietnamien, bien entendu, est exactement à l'inverse. D'ailleurs, j'avais interviewé l'ambassadeur du Vietnam à Paris, M. Vo Van Sung, dans notre édition de 12h45, et il me disait la guerre de résistance nationale du peuple vietnamien contre l'agression a commencé. Et voici d'ailleurs un extrait de cette interview dont vous avez peut-être entendu l'intégralité tout à l'heure à 12h45. L'agression ouverte des autorités chinoises au Vietnam en ce moment rentre dans un plan établi depuis très longtemps. Ce plan sert les ambitions hégémoniques et expansionnistes de la Chine sur le sud-est asiatique. Pendant plusieurs années, la Chine essayait de nous ramener dans son arbitre, nous transformer en satellite, en instrument chinois pour cette politique. Nous avons défendu jalousement notre politique d'indépendance. D'où nous sommes devenus un obstacle. L'attitude indépendante du Vietnam est devenue un obstacle à cette politique hégémonique et expansionniste de la Chine. C'est pourquoi la Chine, les autorités chinois, ont déclenché cette guerre après avoir utilisé beaucoup de procédés pour nous soumettre. Oui, et l'ambassadeur du Vietnam me disait encore qu'à ses yeux, les Américains ont leur part de responsabilité parce qu'ils ont, sinon encouragé, du moins donné leur accord tacite à l'action des Chinois. Cela me paraît complètement en contradiction avec ce que l'on dit à Washington depuis hier, en tout cas. En fait, il y a eu une espèce de double condamnation, quelque chose de très équilibré de la part de Washington, qui condamne effectivement l'action chinoise au Vietnam, mais qui en même temps condamne l'action récente des Vietnamiens au Cambodge. Merci, Georges Bartoli. En Iran, les ouvriers des industries du pétrole ont reçu l'ordre de reprendre le travail. Presque tous l'ont fait. Les exportations de pétrole iranien reprendront dans un avenir très proche. Cependant, la purge politique continue. C'est ainsi qu'après les exécutions de 4 généraux il y a quelques jours, 22 dignitaires de l'ancien régime seraient eux aussi passés prochainement par les armes. Parmi eux, M. Hoveyda, ancien Premier ministre, et de nombreuses personnalités étrangères, et notamment M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, sont intervenus en sa faveur. En tout cas, on nous dit que M. Bakhtiar, lui, n'est pas arrêté. Le changement de régime à Téhéran a aussi une conséquence directe sur le conflit israélo-arabe. C'est ainsi que 35 Israéliens ont été expulsés dimanche de Téhéran. Cette expulsion coïncidait avec l'arrivée dans la capitale iranienne de M. Yasser Arafat, chef de l'OLP. Un bureau officiel de l'OLP sera ouvert à Téhéran et il s'installera justement dans les locaux de l'ancien consulat d'Israël. Offensive diplomatique donc de l'OLP, et non seulement en Iran, mais aussi ailleurs dans le monde, à la veille de la reprise des négociations de Camp David entre Israël et l'Égypte. M. Farouk Kaddoumi, le responsable de la diplomatie palestinienne, est à Paris et il sera reçu demain, officiellement pour la première fois, par M. Jean-François Poncet, notre ministre des Affaires étrangères.
Nous souhaitons que la France développe son attitude bienveillante à l'égard de la cause palestinienne et reconnaisse la nécessité de l'instauration d'un État palestinien indépendant. Nous souhaitons que cela soit dit clairement et je pense que cela pourra se réaliser dans le futur en aidant les Palestiniens et grâce à une attitude compréhensive. Je pense que le président Giscard d'Estaing est dans le bon chemin. Il a dit que Camp David était insuffisant pour arriver à la paix, et cela c'est vrai, nous-mêmes, nous rejetons Camp David. Mais que pensez-vous de la déclaration bienveillante de M. Dayan à l'égard de l'OLP? Je ne pense pas qu'il y ait un changement dans l'attitude d'Israël, c'est toujours la même chose. Il y a surtout un changement au Moyen-Orient, notamment la révolution iranienne. Israël est aujourd'hui complètement isolé dans la région. C'est sans doute pour cela que M. Dayan a fait cette déclaration sur l'OLP. Mais il n'y a pas de changement, je ne vois aucun changement. France, demain lundi s'ouvre une semaine sociale particulièrement chargée, tandis que la grève à la SFP et par conséquent le programme minimum sur nos antennes demeure chose pratiquement certaine, au moins jusqu'à jeudi. Les quelques jours qui viennent seront marqués par des actions importantes, notamment dans les banques et à la SNCF. Ce seront même, dans certains cas, des journées décisives pour Manu France et surtout pour la sidérurgie. En effet, la sidérurgie aborde une semaine décisive. Confortée par le succès de la journée d'action de vendredi dernier, et aussi par les propos relativement conciliants du ministre du Travail Robert Boulin, les syndicats sont décidés à obtenir le maximum de leur rencontre avec le ministre de l'Industrie, André Giraud, vendredi 23. Aménagement ou non du plan de restructuration et de licenciement, les résultats de ce vendredi vont déterminer toute la stratégie future des syndicats et notamment les marches sur Paris annoncées par Georges Segui pour la mi-mars et qui pourraient se faire bien plus tôt en cas d'intransigeance du ministre de l'Industrie. Le Parti communiste, pour sa part, organise vendredi et samedi 2 journées nationales de solidarité avec les sidérurgistes. Dès mardi, les syndicats du département de la Loire organisent une marche sur Saint-Étienne avec pour souci les 32 000 chômeurs du département et pour point de mire Manu France qui attend avec inquiétude la publication du plan de redressement du nouveau PDG, René Mestry, plan qui comporte très probablement des licenciements et qui pourrait être connu dès demain lundi. Autres actions cette semaine, les banques qui prévoient une grève mercredi 21 et jeudi 22, réclamant notamment la semaine de 35 heures. Menace de grève également à la SNCF en fin de semaine, à propos notamment de la fermeture de certaines lignes. Réunion et décision des syndicats mercredi. Télévision enfin, pas d'issue probable à la grève et donc programme minimum avant jeudi au plus tôt. Dès demain, réunion du comité d'entreprise à la SFP qui exposera officiellement le plan de redressement du PDG, M. de Clermont-Tonnerre, plan qui comporte 554 suppressions d'emplois. Le soir même, demain soir donc, les grévistes de la télévision organisent à 20h30 au Cirque d'Hiver un gala de soutien rassemblant de nombreux artistes de variété. Et puis, jeudi 22, tous les personnels des sociétés issues de l'ORTF seront une nouvelle fois rassemblés pour une journée d'action avec manifestation et meeting. Il est donc à peu près certain que le programme minimum sera maintenu au moins jusque-là, c'est-à-dire jeudi. À la conférence nationale du Parti socialiste sur l'aménagement du territoire réunie à Angoulême, M. Mitterrand a déploré l'absence de prévision de la politique gouvernementale. Il a regretté également que les conseils généraux n'utilisent pas tous leurs droits face à une autorité préfectorale qui use, a-t-il dit, de méthodes analogues à celles des colonisateurs. Après 3 jours de débat, le congrès de l'UDF s'est terminé cet après-midi au Palais des Congrès à la Porte-Maillot à Paris. 2 grands thèmes ont été abordés, l'Europe et l'emploi. Pour M. Jean Le Canuet, l'UDF, au cours de ce premier congrès, a répondu formellement à Valéry Giscard d'Estaing qui demandait dans sa conférence de presse jeudi davantage d'imagination et de générosité sociale. Le gouvernement a fait un effort considérable de redressement et d'assainissement de notre économie. Et nous en exprimons toute notre gratitude à Raymond Barre. Mais il doit prolonger cette action. Le gouvernement doit mieux montrer aux Français que l'effort d'assainissement a un but. Et que ce but, c'est
le rétablissement progressif de l'emploi. Tout le monde est d'accord à l'UDF sur l'Europe. Il n'y a plus de grogne au sein de l'UDF? Mais je n'ai jamais connu la grogne dans les rangs de l'UDF. Il y a un dialogue fécond. C'est ça la richesse de l'UDF. Elle est composée de tous les tempéraments politiques. Depuis les socialistes qui refusent naturellement l'alliance avec les communistes, jusqu'aux libéraux de progrès, en passant par les démocrates sociaux et les radicaux. Vous dites qu'il n'y a pas de grogne, vos amis du CDS n'étaient pas très heureux il y a quelques semaines. Est-ce qu'ils ont des raisons d'être satisfaits aujourd'hui? Je crois qu'ils ont une grande raison d'être heureux et satisfaits. Une étape historique est franchie. L'Europe aura un Parlement et ce sont les peuples d'Europe qui vont eux-mêmes élire ce Parlement. Pour la première fois, les peuples d'Europe ne se rencontreront pas sur les champs de bataille, mais ensemble pour construire leur avenir. C'est quelque chose de formidable. Voyons cela de plus près. Une des principales propositions du congrès de l'UDF a été celle d'un impôt sur le patrimoine des gens fortunés par solidarité, Noël Copin, avec les chômeurs. Est-ce que ce vœu peut devenir une réalité bientôt? Eh bien, dans l'esprit des dirigeants de l'UDF, ce vœu pourrait être exaucé dès cette année, cet impôt pourrait être institué dès cette année. Si vous voulez, rappelons rapidement de quoi il s'agit. Il s'agirait de faire payer aux Français qui ont un patrimoine supérieur à 2 millions, bien entendu 2 millions de nouveaux francs, une taxe, un impôt qui serait réparti ensuite en faveur des chômeurs des régions les plus touchées. Alors il y a plusieurs formules. La première formule serait celle que l'on appelle un impôt déclaratif, c'est-à-dire que chaque Français ferait une déclaration estimant son patrimoine, mais il est certain qu'une formule de cette nature est assez compliquée à mettre en train. Alors il y a une deuxième formule qui pourrait être proposée, ce serait celle d'une taxe additionnelle sur les droits de succession ou éventuellement sur les droits de mutation. Alors sur le plan du calendrier, le groupe parlementaire de l'UDF va se réunir à la fin du mois de mars pour ce journée parlementaire habituelle à la veille de la session. Il va étudier cette question et puis après, ou bien le gouvernement reprend ce projet à son compte et c'est un projet de loi, ou bien les députés UDF font une proposition de loi, mais de toute façon, pour qu'elle vienne en discussion, il faudra que le gouvernement soit d'accord. Voilà un point d'acquis. Maintenant, l'unité s'est faite sur l'Europe. Quelle Europe? Eh bien, la motion définit cette Europe comme étant une Europe confédérale, pluraliste, démocratique et sociale. Mais si vous préférez, je vous propose deux formules que vous avez d'ailleurs eu sans doute l'occasion d'entendre ces jours-ci dans nos journaux. La première est celle de Jean-François Degnaud, l'auteur du rapport de l'UDF sur l'Europe et qui est membre du gouvernement. L'Europe sera sociale ou ne sera pas. Et puis la deuxième formule est celle de M. Jean-François Poncet, ministre des Affaires étrangères, qui a prononcé ce matin un discours très européen. L'Europe, dit-il, ne contradit pas, elle conforte l'indépendance nationale. L'accord sur l'Europe, je crois, s'est fait d'autant plus facilement que les Européens les plus convaincus, ceux qui croyaient, comme on disait autrefois, à l'Europe du rêve dans les années 1950, ne croient plus à cette Europe du rêve, mais croient davantage à une Europe des réalités. Et puis surtout, cette unité, je crois, s'est faite en grande partie contre Jacques Chirac et contre le Parti communiste. On pourrait dire que Jacques Chirac a rendu un grand service à l'UDF. C'est en grande partie contre lui que l'UDF avait été créé il y a un an, et c'est en grande partie, je crois, contre lui que l'UDF a fait aussi facilement son unité sur l'Europe. Et M. Perfit Alors, M. Perfit, tout à l'heure, au Club de la Presse d'Europe numéro 1, a rappelé que le général de Gaulle s'était prononcé dès 1942 pour une Europe confédérale. Il s'est donc réjoui de voir que l'UDF approuvait une conception européenne gaulliste. Il a quand même annoncé qu'il ne serait candidat sur aucune des deux listes, mais qu'il ne resterait pas neutre le moment venu, qu'il prendrait parti, mais que le moment n'était pas encore venu, car il fallait attendre des précisions des uns et des autres. Si vous avez vu M. Perfit, vous lui avez parlé de la Chine. Oui, il a été question, bien sûr, au cours de ce Club de la Presse de la Chine. M. Perfit, auteur de l'ouvrage « Quand la Chine s'éveillera », a été questionné. En gros, il nous a dit ceci: la Chine, pendant 4000 ans, n'a jamais commis d'agression en dehors de son territoire. Il ne croit donc pas à une guerre de conquête. Mais il rappelle que la Chine se sent entourée, se sent encerclée, et il rappelle aussi qu'en Orient, il s'agit de ne jamais perdre la face. Or, on sait que le Vietnam a envahi le Cambodge. Pour lui, la Chine a seulement voulu prendre des gages. Encore un mot, si vous voulez, en revenant à l'Europe, pour parler d'une rumeur qui a couru aujourd'hui, et elle concerne Simone Veil. Simone Veil, dont il est certain maintenant qu'elle sera tête de liste de la liste, disons, UDF ou UDF élargie, et le bruit court qu'elle pourrait démissionner de son poste gouvernemental dans la semaine qui vient, alors que précédemment, on pensait qu'elle attendrait l'élection. Il est vrai, en effet... Le bruit court, mais ce n'est pas confirmé. Ce n'est pas confirmé, et on dit que c'est de bonnes sources, mais je dois dire qu'on ne sait plus très bien à quelle bonne source se vouer, car selon certaines bonnes sources, ce bruit est sans fondement, selon d'autres, eh bien, ce bruit, effectivement, est fondé, et Mme Veil pourra démissionner cette semaine. En tous les cas, elle est en voyage à Vienne, je crois, encore pour un jour ou deux. Après la fin du journal télévisé, vous verrez
le deuxième épisode d'Holocauste. Mardi dernier, vous avez fait connaissance avec les personnages et vous avez vu le commencement de leur déportation. Cette fois-ci, ils sont plongés et le spectateur avec eux dans l'enfer même des camps de concentration et notamment à Auschwitz. 30 ans après la libération, le 18 juin 1975, le président Giscard d'Estaing est allé en pèlerinage à Auschwitz en compagnie de M. Gierek, le Premier ministre polonais, et il a pris pour thème dans son allocution « Nous devons enseigner à la jeunesse du monde l'horreur de cette horreur ». Cette terre, cette ère ne sont pas à nous. Ils sont à ceux qui les ont foulés, respirés, aux limites de la détresse humaine, et pour lesquels une seule herbe, une seule brise devait paraître le paradis. L'immensité de leur souffrance me donne la certitude de leur survie. Dans cette rencontre, il me semble qu'ils parlent plus fort que nous. Nous qui allons sortir de cette nuit pour retrouver l'éclat du printemps polonais. Faisons qu'au moment des passages difficiles et des décisions essentielles, nous sachions répondre à la lancinante interrogation qui monte des baraques vides d'Auschwitz et des millions de leurs voix mortes. À côté du président, M. Samuel Pisar, vous l'avez vu sur votre écran, qui a été l'un des plus jeunes rescapés de l'enfer d'Auschwitz, peut-être même le plus jeune. Il était entré dans l'univers concentrationnaire à l'âge de 12 ans et il est passé par plusieurs camps. Il a réellement, dans sa chair, vécu Holocauste. Il a eu la chance d'y survivre. Nous lui avons demandé comment il a survécu. Le voici. À mon âge, on n'avait pas le droit de vivre. J'étais beaucoup trop jeune. Mais ma mère a eu une inspiration. Au moment de l'adieu, de la séparation pour toujours, elle m'a dit, je vais te mettre un pantalon long. Comme ça, tu ressembleras peut-être à un homme. Tu iras travailler avec les hommes. C'était ma première chance. Après, je frôlais la mort 1000 fois, mais j'ai survécu. C'était miraculeux. Est-ce que Le Centre d'espoir que vous publiez chez Lafon et le film Holocauste racontent les mêmes faits? Ils racontent les mêmes faits, mais différemment. Je tiens à dire que le film est vrai, même s'il s'agit d'une œuvre artistique. Mais ce que je raconte dans mon livre, c'est ce que j'ai véritablement vécu moi-même. Je raconte comment tout ce que j'avais aimé est disparu en flammes et en fumée. Je raconte comment toute ma famille, toutes mes camarades de classe ont été tués dans la chambre à gaz. Comment moi-même, j'ai vécu quotidiennement dans l'antichambre de la mort. Mais je raconte surtout, et c'est ça qui importe, les dangers et les défis d'aujourd'hui et comment faire face pour éviter que cela ne se reproduise pas pour nous ou pour nos enfants. Vous êtes citoyen américain, vous avez été fait américain par un vote spécial du Parlement des États-Unis, vous êtes avocat international, vous exercez à Paris, vous avez une vue d'ensemble sur tous les problèmes du monde. Est-ce qu'un même holocauste ou un holocauste semblable peuvent encore se reproduire dans le monde d'aujourd'hui? Le même holocauste, je ne le pense pas. Mais un holocauste semblable, ce n'est pas exclu. Regardez ce qui se passe dans le monde. La crise économique en Europe, cette frénésie religieuse sanglante en Iran, la guerre qui a l'air de s'installer entre la Chine et le Vietnam. J'observe cette dislocation, cette confusion, cette angoisse qui surgit partout et je me demande si autrefois je n'ai pas vécu déjà ce qui s'annonce. Alors, dans les millions de foyers, on se pose aujourd'hui la même question. Est-ce que ça peut revenir? Dans mon livre, je cherche les liens entre ce que j'ai vécu. Je essaie de tirer les leçons de cette expérience personnelle pour voir comment on peut aujourd'hui sauver l'avenir et surtout comment faire pour que cette indifférence, cette lâcheté d'autrefois
ne se reproduisent plus jamais. Alors à propos de lâcheté, dans le premier épisode de l'Holocauste, quand la Gestapo arrête un membre de la famille Weiss, tout le monde dans l'immeuble ferme la porte, terrorisé. Si ça se produit, comment faire pour qu'on ne ferme pas la porte, Sampisa? J'ai vu moi-même ces portes et ces cœurs se fermer. Comment faire? Il faut d'abord être vigilant. Il faut trouver une certaine solidarité sociale face au malheur. Le grand danger, c'est que les responsables politiques cherchent des boucs émissaires pour expliquer leurs faiblesses, leur impossibilité de faire face. Et ces boucs émissaires, vous savez qui ils sont. D'abord les juifs, bien sûr, comme toujours, mais aussi les libéraux, les sociodémocrates, les savants, les artistes, les dissidents, tous ceux qui pensent, tous ceux qui résistent. La prochaine fois, de tels alibis ne suffiront plus. Le vrai ennemi est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le danger de l'abdication, de la peur, de l'indifférence. Parmi les lettres de lecteurs que vous m'avez montrées, j'en retiens une, c'est Madame Blanc de Paris. Elle dit « Je veux que mon fils lise ce livre, ça le fera devenir un homme, c'est la planche de salut que nous cherchons pour nos enfants. » Alors l'espoir, en un mot, existe-t-il vraiment? L'espoir existe. Et si je vous réponds avec optimisme, c'est parce que la jeunesse, aujourd'hui, prend conscience. Elle rejette les dogmes, les hypocrisies du passé. Et dans ce phénomène, je vois de nouveau cette énergie, cette force animale de survie, ce désir de gagner. Et c'est ça que j'appelle le sang de l'espoir, parce que l'espoir est là. Voilà une leçon de courage très digne et très sereine. Donc, Holocauste après la fin du journal. Le temps presse, il n'est pas possible de faire des transitions. Je vais vous donner le résultat du tiercé. Premier, le 20, Ispahan. Deuxième, Las Yoki. Troisième, le 3, Infixe. 21-3. Rapport, 30 225 francs pour 5 francs dans l'ordre et 6 045 francs pour 5 francs sans ordre. La météo pour terminer, le temps sera frais et brumeux en toute région excepté le quart nord-ouest, où le ciel sera couvert avec de faibles bruines. On observera des gelées modérées de -1 à -3 par exemple, et encore des chutes de neige sur les Vosges et sur le nord des Alpes. Dans l'après-midi, éclaircies sur le littoral méditerranéen et le sud-ouest, ainsi que par endroits sur le nord-ouest et le bassin parisien. Voilà, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir donc. Merci.